Bonjour, on est le lundi 10 mai 2021 avec une journée qui semble pluvieuse et maussade, mais simplement on a eu de la clarté durant plus ou moins un mois, mais avec une brise, mais de toute façon les températures ont monté depuis le 8-9, voilà, les températures augmentent, donc on ressent cette température bien qu'il y a de l'humidité et de la pluie, il fait bon, c'est comme ça. Euh, il pleut, mais il fait bon. Alors qu'auparavant, on avait de la clarté, mais il y avait des brises du vent frais. Donc il faisait plus froid. Mais ici, il fait meilleur, nettement meilleur, mais avec des pluies. Simplement, le ciel est chargé de pluie, mais on a des petites pluies comme ça qui tombent sans plus. Je vais faire un petit exercice qui va compléter ce qui a déjà été vu auparavant. J'ai déjà fait une vidéo qui concernait démontrer que la tangente en un point P à E et la tangente en Q à gamma se coupe sur l'axe X. Bon, cette vidéo, elle a déjà été faite. Elle a été établie, décortiquée, analysée et les équations étaient mises et il fallait juste démontrer que les tangentes se coupaient sur l'axe des X. Donc on avait trois droites, hein. Une droite tangente à gamma, une droite tangente à l'ellipse. Alors je rappelle que l'ellipse c'est E. L'ellipse, je vais l'appeler E. Et le cercle c'est gamma. Donc on a les tangentes, je vais construire ça tout de suite, hein. Et alors, la vidéo ici, comme la démonstration a déjà été faite auparavant, hein, j'ai pris mon temps pour faire la démonstration. Il suffisait juste de démontrer que la concurrence de trois droites. Mais il y a des cas spécifiques, hein. Donc c'est ça que je vais faire. Je vais faire pour voir les cas spécifiques. Je vais faire une discussion, hein, une discussion là. Je vous avais promis que j'allais faire une discussion dans la vidéo précédente, en fin de vidéo. J'ai dit qu'il y avait des cas de figure un peu spécifiques. Et je vais discuter ça. Et en même temps, voilà, je vais en voir ces cas spécifiques, c'est-à-dire ces cas particuliers, au travers de la discussion. Bon, avant toute chose, je vais construire les données. Alors, pour les données, je prends x carré sur a carré. Ouais, tout d'abord, je vais mettre des curseurs, hein. Je vais mettre des curseurs pour montrer tout ça. Je vais mettre des curseurs. Alors, je vais en mettre un curseur. Ouais, A, qui va aller de le curseur. Bon, on va aller de 0 à 20. Alors je vais mettre un second curseur, ça c'est pour le A carré, hein. Ce sera pour le A carré. Enfin, pour le A du A carré, c'est ça que je veux dire. Je vais mettre un second curseur. Qui est le B qui va aller toujours de 0 à 20. Et là, maintenant, je mets l'équation de l'ellipse. X carré sur A carré plus Y carré sur B carré égale 1. Alors bien sûr, si je mettais A égale 0, B égale 0, on a la singularité, on a un point. Ça serait de 1 point. Si j'augmente le A, on n'a rien. Et si j'augmente le B, commence à avoir apparaître une ellipse. Et le B là augmente. J'augmente le B. Et donc elle augmente au niveau Y. Alors c'est une ellipse centrée, hein. C'est une ellipse centrée sur l'axe enfin, centrée en l'origine O du repère. Et un repère qui est posé, bien sûr, un repère orthonormé. Donc vous voyez, hein, il y a un repère orthonormé dans le plan. Il était déjà posé, de toute façon, ça se fait automatiquement pour GeoGebra. J'ai un repère direct, hein. Et on a directement un repère qui est posé.
Donc j'ai pas besoin de dire que le plan est muni d'un repère orthonormé, parce que pour GeoGebra, il le fait systématiquement, il me met un repère. Et si je veux enlever ce repère, ben je l'enlève. Hein. Ici, bon, comme je fais pas de la géométrie pure, mais de la géométrie analytique, j'insère un repère. Mais il est déjà inséré automatiquement. Et c'est à moi, libre à moi de l'enlever, si je devais faire d'autres types de géométrie. Alors si j'augmente le B, vous voyez que l'ellipse augmente, et si le B devient plus grand que le A, ben on obtient une ellipse verticale, mais toujours centrée. Donc en fonction que A est plus grand que B ou que A est plus petit que B, on a une ellipse voilà, horizontale ou verticale. Et vous pouvez modeler votre ellipse comme bon vous semble de cette façon-là. Alors maintenant, je vais mettre les points, définir les points. Q, il est sur le cercle. Q appartient au cercle de grand diamètre. Donc il s'appelle gamma le cercle. Donc je vais chercher le cercle. Alors je vais mettre le cercle qui vaut x carré. Il est centré en l'origine. Plus y carré égale a carré. Ça c'est le cercle de grand diamètre. Je vais mettre le cercle de petit diamètre, x carré plus y carré égale b carré. Alors, vous avez le cercle de grand diamètre et le cercle de petit diamètre. Et là, vous pouvez modeler, voilà, et si vous avez A égale B, ben vous avez un cercle. A égale B, c'est un cercle. Hein. Si chaque fois vous mettez A égale B, vous avez un cercle. Si chaque fois vous mettez A égale B, 5, 6, hein, je vais aller jusque 5, 4, 5, 5, 5. Voilà, là on a un cercle. Parce que A égale B. Bon, mais ici on n'a pas un cercle, on a, je dirais même A plus grand que B, on a ceci. Bon, pas trop grand non plus. Et maintenant je vais aller chercher le point, un point sur l'axe. Alors comment avoir un point sur l'axe? Mais enfin un point sur le cercle, c'est le point Q. Le point Q. Je vais mettre le point Q sur le grand cercle. Donc Q appartient à gamma, et je vais le mettre dans le premier cadran. Donc ce qui veut dire que je vais écrire bien les coordonnées d'un point x égale. Alors je vais insérer un troisième curseur. Alors pour ça il me faut ouais. Je vais mettre un troisième curseur. Parce qu'il faut d'abord mettre le curseur avant. Et là, je vais manipuler les angles. Donc ici, ça va être des angles. Et je vais aller de 0 à 360, donc pas de problème. Voilà. Et là, il l'a appelé alpha. Il l'a appelé alpha. Bien, je vais mettre un point sur le cercle. Bien, ce sont les coordonnées paramétriques. Donc, transfert paramétrique vers cartésien. Donc, ce sera A fois cosinus alpha. C'est les coordonnées paramétriques d'un cercle. Je n'invente rien du tout. Et
La trigonométrie utilise ça, hein. Utilise les coordonnées paramétriques d'un cercle, si ce n'est que converti de compte paramétrique x égale a cosinus alpha, si ce n'est que le rayon vaut 1 dans un cercle trigonométrique. Donc ici, je vais aller chercher alpha, je ne sais pas où il est là. Et là, j'ai un point x. Je vais chercher mon point y égale à sinus fois sinus alpha. Et là, normalement, j'ai un point qui est défini. Voilà, ce point, il est là. Vous voyez, il circule le long du cercle. Vous le voyez. Il circule le long du cercle. Bien sûr, ce point, c'est Q. Hein. C'est le point Q. C'est le point Q qui est sur gamma. Donc je vais aller chercher un point Q, qui est l'intersection. Ouais, ça, je n'ai pas bougé à ça. Je touche à l'angle. Et je vais aller chercher un point d'intersection entre cette droite-là et cette droite-là. Voilà. Il l'a appelé A, mais moi, pour les besoins, je vais l'appeler Q. C'est Q. Alors maintenant, je vais placer mon point P. Alors, le point P, il est situé donc sur la même abscisse. Sur la même abscisse que Q. Et le P, je vais voir l'énoncé. Le P est situé sur la même abscisse que Q. Il est sur la même abscisse. Bon, et l'angle c'est phi ici. Bon, pour les besoins, vous avez vu que l'angle là c'est phi. Mais moi je l'appelais alpha. Sur GeoGebra c'est alpha. Sur GeoGebra c'est alpha. Alors, je peux faire un vecteur pour que je peux appeler. Je peux créer un vecteur. Je mets un point au centre, voilà, et je crée un vecteur. Un vecteur qui part de l'origine, qui va à Q. Et donc, vous voyez les composantes, ben, ce sera A cosinus alpha E1 plus A sinus alpha E2. Donc, le vecteur U sera A cosinus alpha E1 plus, je peux l'écrire, hein, ce vecteur-là aura pour composante U égale A cosinus. Ici, comme j'ai mis phi, je vais l'appeler avec ce phi-là, hein, mais sur GeoGebra, c'est alpha. Cosinus alpha I. Si vous appelez I vecteur de base, parce que vous pouvez l'appeler E1, mais si vous l'appelez I, l'autre, ça sera J. A sinus phi J. Voilà. Donc c'est A cosinus phi I plus A sinus phi J. Et là, vous avez le vecteur, si vous voulez, qui est OQ. C'est le vecteur OQ. Voilà, ça, c'est sous forme vectorielle pour avoir un vecteur qui est lié au point Q. Et qui décrit la trajectoire, par exemple, par rapport à l'origine O. Donc le Q va être le Q est représenté ici par rapport, c'est un vecteur par rapport à l'origine. Donc c'est un vecteur
suivi de la trajectoire par rapport à une origine. Donc il fait un cercle. Donc c'est un rayon vecteur, c'est ça que je veux dire. C'est un rayon vecteur. Alors maintenant je vais vous mettre l'angle. Tout d'abord je vais placer 3 points. Vous voyez qu'en fonction d'alpha, bah, en fait c'est alpha. Il l'a appelé bêta, mais c'est alpha. C'est alpha. Alors l'angle va de 0 à 360. Hein. C'est le curseur qui fait ça. Le curseur il va de 0 à 360. Bon. Donc on a placé le point Q, et maintenant je vais placer le point P. Mais le point P il a même abscisse que le point P il a même abscisse que Q. Le point P qui est là, ça c'est le point P, il a la même abscisse que Q. Il a la même abscisse que Q, mais il est situé sur l'ellipse. Il va être situé sur l'ellipse, tout le long de l'ellipse, il va être situé tout le long de l'ellipse. Donc on va s'arranger pour avoir ça, et il va s'exprimer par rapport à phi bien sûr. Hein. Il s'exprimera par rapport à phi. Ben, on va le faire tout de suite. Donc le x c'est la même chose que le cercle, hein. C'est a cosinus. Bon ici l'angle c'est pas phi mais c'est alpha. Donc je vais aller chercher a cosinus de alpha. Ouais, bon, lui quand il voit a, si je ne mets pas multiplié, il ne saura pas ce que c'est. Il va croire que c'est arc cosinus. Donc si je ne mets pas un multiplié, il va pas savoir ce que c'est. Donc c'est a, x égale a fois cosinus de l'angle alpha. Voilà, il est confondu, h est confondu avec la droite h est confondue avec une autre, hein, qui est celle du cercle, de a cosinus, qui est f, a cosinus alpha. H et f sont confondus, c'est normal. Bon, alors pour l'avoir qu'une fois, je peux enlever celui-ci, il me dérange, enfin, il me dérange pas. Je vais l'enlever. Alors je vais dupliquer celui-là et mettre juste le sinus. Et là, je vais l'appeler, bien sûr, il faut changer, on aura le y. On aura le sinus. Bon. Oui, c'est B sinus alpha, c'est pas A, sinon je serais pas sur l'ellipse. Sinon je serais sur le cercle. Si je mets A, je serais sur. Vous voyez que je suis sur le cercle, c'est plutôt B. B qui est le petit rayon. C'est le diamètre de petit rayon. Voilà, maintenant là je suis bien en B. Je vais chercher maintenant le point P, qui est l'intersection entre cette droite-là et cette droite-là. Voilà, et là je vais le dénommer P. Voilà, et ça c'est tout ce qui est dans l'énoncé. L'énoncé c'est ça. Alors je vous disais, si suivant l'angle alpha vaut 56 degrés, si alpha vous êtes 0 degré, on est là. PQ sont confondus. Et sinon,
Q se détache de P et Q est au-dessus de P quand on est dans le demi-ellipse supérieur. Voilà, Q est au-dessus de P. Et maintenant, quand Q est égal encore une fois à P, à 180 degrés, Q égale P. Q est égal à P. Et puis après, le Q est au-dessus du P, sur le demi-ellipse du bas. Et puis de nouveau, on a Q égale P. Donc vous voyez comment ça évolue. Alors maintenant, à partir de là, je vais créer l'équation des tangentes. Alors, je peux faire les tangentes avec GeoGebra, hein. Ça ne m'intéresse pas. Alors ici, vous savez faire les tangentes. Je l'ai en deux temps, deux mouvements, regardez. Je vais faire la tangente au point Q. Voilà, de ceci. Voilà, je l'ai direct, mais ça ne m'intéresse pas. Voilà, je peux faire ça avec le point P, et ça ne m'intéresse pas du tout, parce que je vais mettre les équations. Alors, les équations de la tangente, c'est B, enfin, la tangente par rapport au cercle, c'est, je l'ai vu dans une vidéo, hein, c'était cosinus phi. Bien sûr, c'est alpha ici. C'est la vidéo précédente. Hein. Allez voir la vidéo précédente. Je ne fais que voilà, réécrire l'équation de la tangente qui avait été trouvée dans la vidéo précédente. Fois x plus sinus. C'est la tangente au cercle. Alpha. Voilà. Fois y. Moins a. Moins a égale 0. Voilà, j'ai la tangente. Tangente au cercle. Là, il y a la tangente au cercle. Alors, rappelez-vous l'énoncé, il fallait démontrer que la tangente en P... Ici, j'ai fait la tangente en Q à gamma. C'est la tangente en Q à gamma. Ce que j'ai fait, c'est juste une tangente comme ceci. Alors justement, il fallait démontrer que la tangente en P, maintenant je vais faire la tangente en P, et la tangente en gamma se coupe. Se coupe en un même point, sur l'axe X. Alors, bon, et je vais appeler S ce point. Le point de coupure, je vais l'appeler S. Donc il se coupe sur l'axe des X, hein, ça c'est l'axe des X. Donc on a trois droites. Hein. On a trois droites. Alors je vais mettre la deuxième qui est la tangente en P. Et lui c'était B, il suffit de dupliquer, hein. Je vais dupliquer, parce que c'est similaire au cercle. Parce que je vous dis que le cercle c'est un cas particulier. Enfin l'ellipse c'est un cas particulier du cercle. Donc je duplique, il suffit juste de mettre B fois cosinus plus A fois le sinus moins A fois B. Et voilà, j'ai la tangente qui se coupe bien sûr en ce point. Alors l'équation de... Je peux mettre l'équation de... Comment on appelle ça de l'axe des x, qui est y. L'axe des x c'est y égale 0. Donc si vous voulez c'est 0x plus 1y plus le terme indépendant qui vaut 0, voilà, égale 0. Voilà. Donc c'est f de xy égale 0. Alors, je m'excuse. Pour le j, le terme indépendant c'est moins a. Pour le k, le terme indépendant c'est moins ab. Et pour le l, le terme indépendant c'est 0. Et donc maintenant, le point de concours, je vais essayer de voir s'il y a...
Alors pour voir le point de concours, il suffit d'aller chercher le déterminant voilà, d'une matrice. Voilà, c'est le déterminant d'une matrice. Alors le point d'intersection, je le mets tout de suite. Hein. J'ai dit que j'allais l'appeler S. Ce point d'intersection, il est là. Ouais, ça, c'est pas JK. C'est bon. Alors, on va l'appeler S. Voilà, ça, c'est le point de coupure. Le point de coupure des trois droites. Alors, ces trois équations aussi, que je vais mettre entre accolades, peut s'écrire. Donc, il y a trois équations. Hein. Bon, là, une, elle est là. Voilà, et puis, il y a les deux autres en bas. Alors, le 0, il va se placer ici. On va 0, 0, 0. Le égal, les égales, enfin les signes égal, le signe égal, ouais, il va se mettre là. Et on va avoir une multiplication matricielle pour laquelle on aura x, y et 1. X, Y et 1. Bien sûr, et de l'autre côté, il n'y a plus de X. Hein.
maintenant, je vais effacer les x. Alors, si je fais cosinus x fois x, c'est cosinus alpha, c'est x cosinus alpha. Puis, si je fais sinus alpha fois y, j'ai plus sinus alpha y. Moins a fois 1, c'est moins a. Donc, la matrice, elle est la suivante. Et voilà. Donc, on a les coefficients en x d'un côté. Si vous voulez, les coefficients en x, ça, ce sont les coefficients de x. Coefficient de x, coefficient des y et le terme indépendant. Alors, bon, c'est une équation du premier degré en xy, donc c'est bien un système linéaire. Ici, c'est un système linéaire, il n'y a pas de second degré là-dedans. Il n'y a pas de second degré, c'est un système linéaire et deux variables en xy. Et alors, il y a un terme indépendant, bien sûr. Parce que quand vous dites équation du deuxième degré, mais il peut avoir du premier degré dedans, comme on peut avoir de termes indépendants qui est du degré 0. Quand on dit équation du premier degré, il peut avoir des termes du premier degré en x et en y, hein, voilà, et il peut avoir des coefficients, des termes indépendants qui sont du degré 0. Donc on a toujours, ce sont des polynômes, quand on dit premier degré, c'est un polynôme du premier degré, c'est-à-dire qu'on peut avoir du degré 0, c'est-à-dire du terme indépendant. Si vous dites troisième degré, ben, il y aura, ben, on peut avoir du deuxième, du premier, du degré 0, donc du terme indépendant. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire. Alors, ceci a déjà été traité, bon, je vais le dire tout de suite. Alors, on démontrait que c'était concurrent parce que le déterminant de la matrice cosinus alpha, sinus alpha, moins a, b cosinus alpha, a sinus alpha, a moins ab, attention qu'il y a un moins. Eh bien, et 0, 1, 0, bon, s'annulait. Et comme il s'annulait, ça veut dire qu'on avait un point d'intersection. Attention qu'ici c'est moins a, moins ab. Et là on a 0. Alors soit vous le faites par Cramer, ou soit vous faites par la méthode des cofacteurs, vous choisissez la méthode. Mais la méthode des cofacteurs, ici, on peut l'appliquer directement parce qu'il y a déjà 1, 0, 0. Il y a déjà 1, 0, 0. 0, 1, 0. Ce qui veut dire que la méthode des cofacteurs, si vous voulez l'appliquer, elle est facilement applicable. Vous barrez cette ligne-là. Vous barrez cette ligne ici. Excellent. Donc vous extrayez tous ces éléments tout en tenant compte que vous avez un 1 ici. De toute façon, heureusement que le 1, bon, c'est neutre. Donc si vous voulez calculer le déterminant de la matrice ici, je peux le faire. Hein. Mais pour ça, je n'ai plus, si je calcule le déterminant, c'est plus une matrice, mais le déterminant d'une matrice. Donc le déterminant, c'est plus des crochets, mais c'est des barres verticales, tout court. Et là, pour calculer le déterminant, ben, c'est assez aisé. Pour que le système soit compatible et qu'il y ait une solution unique, il faut que le déterminant fasse 0. Et c'est le cas ici, ça fera 0.
Ça fera 0 parce que vous avez, pour calculer la matrice, voilà, par la méthode des cofacteurs, ben, vous allez chercher donc moins 1 exposant, il se coupe à la troisième ligne. J'ai pris une troisième ligne, deuxième colonne. Donc vous faites 3 plus 2, hein, comme ça vous aurez un signe, multiplié par l'élément qui fait le croisement, c'est-à-dire 1, multiplié par la matrice restante qui n'a pas été barrée, c'est-à-dire c'est cosinus alpha moins A B cosinus alpha et moins AB. Alors, vous calculez par ici par une méthode de Cramer. Alors, moins 1 exposant 3 plus 2, ça fait moins, parce que 3 plus 2 est impair. Vous allez avoir moins, et alors il y a moins AB cosinus alpha. Alors, c'est le produit descendant moins les produits montants. Enfin, ouais, les produits descendants moins les produits montants. Or, les produits montants, c'est moins A cosinus bêta et produit moins AB cosinus bêta. Enfin, plus AB, parce que moins, on a moins AB, mais c'est moins AB cosinus alpha et moins AB cosinus alpha. Ce qui fait que là, on a plus. Hein. On a un plus. Donc, je peux mettre directement plus. Et on a deux opposés. Et comme on a deux opposés, ça fait 0. Donc, ça prouve bien la concurrence. Bon, ceci étant fait, mais ça, c'est ce qui avait été fait dans la vidéo précédente. Ça démontrait la concurrence, que ça se coupait en un point. Ça se coupait en un point. Bon. Mais maintenant, je vais voir les cas particuliers. Justement, à partir de GeoGebra, ça va permettre d'être étudié correctement. Regardez bien, je vais manipuler l'angle ici. Alors, que fait le S? Alors, si je prends un angle de 0, si vous avez un angle de 0 degré, on voit tout de suite que PQ se coupe sur l'axe des X. Mais on a quelque chose de perpendiculaire. Donc, là, l'angle il vaut 0. C'est-à-dire que je vais reprendre la matrice ici. Je vais changer la matrice. Je vais directement le faire dans ici. Le cosinus de 0, ça fait sinus de 0, ça fait 0, mais cosinus de 0, ça fait 1. Donc 1, 0, moins A, B, ça c'est pour alpha égale 0. Hein. Je suis en train de faire pour alpha égale 0. B, on aura B, sinus alpha ça fait 0. De toute façon, je peux évaluer directement, je ne suis pas obligé de faire ça. Je vais directement évaluer par rapport à celui-là. J'ai déjà quelque chose d'existant, finalisé, donc il suffit de remplacer ici par voilà, alpha par 0. Voilà, donc vous aurez cosinus moins AB, cosinus alpha vaut 1, donc on aura moins AB, et B cosinus alpha, ça sera B, puisque cosinus alpha vaut 0, cosinus alpha vaut 1, donc une fois B, ça fait B, donc on aura, la matrice deviendra, si vous voulez, bien sûr avec un moins devant, 1, moins A, B, moins AB. Or, une fois moins AB, moins A fois B, ce qui fait plus AB, moins AB plus AB, ça fait 0. Donc on a, pour l'angle 0, on a bien, il se coupe bien en axe des X. Mais le problème, enfin c'est pas un problème, là, la droite, P égale Q. On aura P est égal à Q, c'est normal, parce que les coordonnées de Q, c'est cosinus alpha à cosinus alpha. A sinus alpha, ça c'est pour le cercle, ça c'est au niveau de X, et au niveau des Y, voilà, mais comme cosinus alpha vaut A, ben on aura
A, X vaut A, et Y vaut 0. Alors si je fais la même chose pour l'ellipse, on aura A cosinus alpha, donc ce qui veut dire qu'on aura d'office A, d'où on aura l'égalité à A, parce qu'ils ont toujours le même abscisse d'office, mais le Y qui vaudra B sinus alpha, et ben, sinus de 0, ça fait 0. Donc vous voyez qu'il se coupe toujours en 0, mais là on a un cas particulier où Y vaut 0. Le Y vaut 0, les Y sont les mêmes. Les Y sont les mêmes. Alors vous allez avoir ce cas de figure là, bien sûr, pour 180 degrés d'office. Alors je vais vous montrer, je vais chercher 180 degrés. Donc là, vous voyez que les tangentes, là, elles commencent à partir, elles s'échappent, elles vont vers, elles tendent vers l'infini. Elles tendent vers l'infini. Voilà. Et en 90 degrés, bon, tout est parallèle. Alors, je vais faire le cas en 90 degrés. Pour autant que j'arrive à avoir 90. Là, je l'ai eu. 90, là, tout est parallèle. Alors, comment expliquer ce parallélisme? Eh bien, la matrice va devenir quoi? Cosinus alpha, cosinus de 90, cette fois-ci, ça fait 0. Sinus de alpha, ça fait, sinus de 90, ça fait 1. Là, on a toujours moins A. Et là, on aura 0. Et là, on a une ligne de 0. 0, 0, 0. Bon, la matrice fait toujours 0. Enfin, le déterminant, bon, d'une ligne composée, enfin, ou d'une colonne composée de 0, ça fait le déterminant, il fait 0. Simplement, regardez que devient les équations. Les équations deviennent sinus alpha vaut 1. Donc, on a 1y égale moins A. Je m'excuse, je me suis trompé. C'est y, on a 1y moins A égale 0. Donc, ce qui veut dire que y égale A. Donc, on a une tangente qui est située sur le cercle, voilà, le grand cercle. Elle est tangente comme ceci. Bon, ça, c'est le premier. Maintenant, voyons voir le second. Le second, là, on a A sinus alpha, alpha vaut 90, ce qui fait A, AY moins AB égale 0. Ce qui veut dire que Y est égal à AB sur A, Y égale B. Ben, là, ça veut dire que on a le petit cercle cette fois-ci, et on a une tangente parallèle au petit cercle. Donc, il y en a un qui est tangente au grand cercle, Y égale A, l'autre qui est tangente au petit cercle, enfin, parallèle au petit cercle, ouais, tangente au petit cercle, mais parallèle, ils sont parallèles, hein. Il y a deux droites parallèles, voilà. Et alors, bien sûr, vous avez l'axe des X, hein, qui n'a pas changé, qui lui est 1 Y égale 0, qui est l'axe des X. Donc, on a trois parallèles, si vous voulez. Et regardez bien, c'est bien ce cas de figure-là qu'on a. Sur GeoGebra, bien sûr. Là, ils sont parallèles. L'axe des X est parallèle à la tangente en P, la tangente en Q, quand on a un 90 degrés. Bon, si vous avez compris ça, regardez maintenant, je vais faire la discussion. Maintenant, je peux être amené à faire la discussion, parce que j'ai tous les cas de figure. Hein, j'ai tous les cas de figure. Donc la discussion va se ramener à ceci. Regardez bien. Les cas particuliers viennent d'être traités. C'est cosinus phi égale... oui, phi c'est pour ça, c'est l'angle là, mais sur GeoGebra, c'est cosinus alpha. Cosinus phi égale... Enfin, j'ai pris phi égale 0. Voilà, et j'ai pris phi égale 90, ce sont des cas particuliers. Voilà. Et maintenant, en connaissant ces cas particuliers, faisons l'étude pour phi de 0 à 360. Et on va regarder où va se situer ce point de coupure S. Voilà. Où se situe ce point de coupure? On va les voir. Donc maintenant je recommence en 0. Alors là, vous savez très bien que ça se coupe toujours, mais c'est perpendiculaire. Voilà. On a une perpendicularité, c'est normal. Donc le minimum qu'on peut aller, c'est voilà, c'est toucher le cercle en A0. Donc on a une tangente en A0. Et là, la tangente va se redresser. Elle va se redresser. Elle va parcourir le cercle. Regardez bien, cette tangente, elle parcourt. Bon, je vais le mettre en couleur. Hein. Quand je vous parle de la tangente du cercle c'est la bleue. Je vais mettre une couleur. Tangente du cercle, je vais le mettre en bleu. Alors quand je vous dirai bleu, c'est la tangente au cercle.
Et celle-ci sera en rouge. Ouais. Bon, alors on va régler ça. Donc ça, le tangente rouge, c'est tangente à l'ellipse, et tangente bleue, tangente au cercle. Et le point de coupure, il est en S. Voilà, le point S, ouais, c'est vrai que l'écriture on la voit pas, mais bon, je vais remettre une autre couleur. On voit plus l'écriture, je pensais pas avoir ce cas de figure. Je vais rechercher la couleur, on va le mettre en orange. Parce que jaune on voit plus rien. Là on voit le S qui apparaît. Alors, regardez bien maintenant, je vais faire l'étude. Donc quand on atteint 0 degré, bon, ouais, faut pas que je touche au A, l'ellipse. Là, je suis à 0 degré, on est là. Là, on monte. Regardez le S, qu'est-ce qu'il fait? Le S part à droite. Le S part à droite. Voilà. Et alors, bon, le S, quand tu dis le S part à droite, mais il tend vers l'infini. Hein, parce que quand c'est parallèle, il y a une intersection à l'infini. Or, c'est parallèle quand on est à 90 degrés. Les droites sont parallèles, les tangentes sont parallèles quand on est à 90 degrés. Donc, il n'y a pas d'intersection. Elles sont parallèles. Ça veut dire que le point S, il démarre, si vous voulez, il démarre en B. Vous voyez, il démarre en B. Et puis, de B, il tend vers l'infini, plus l'infini. Et puis, quand je passe au-dessus de 90, ben, il provient de moins l'infini. S provient de moins l'infini pour aller jusque, si vous voulez, de nouveau, l'opposé de B. L'opposé de B, qui est là. Donc, je vais voir, qui est en 180. Voilà, qui est là, qui est en Q. Je crois, enfin, qui est en je sais pas quoi. Voilà, c'est l'opposé de B. C'est le symétrique de B. Donc vous voyez qu'il part en plus l'infini, il part de B, pour alpha égale 0, il part de B, il va en plus l'infini, puis au-dessus de 90, au-dessus de 90, il provient de moins l'infini, pour aller de nouveau au symétrique de B. Alors maintenant, entre 180 et 270, voilà, il repart vers moins l'infini. Il repart vers moins l'infini. Voilà. Là, en 270, en 270, ben, tout est parallèle de nouveau. Mais cette fois-ci, on a moins B. Une tangente qui est en moins B, y égale moins B, une tangente qui est en y égale moins 1. Et puis, de nouveau, vous aurez compris que ben, là, à ce moment-là, on semble provenir de moins l'infini, de plus l'infini. De plus l'infini revient en B. Donc, il va de B, il va en plus l'infini. Ensuite, je peux le refaire, hein, c'est pas un problème.
en allant un peu plus vite. Je ne sais pas si je peux faire une animation de l'angle, si. Bon, on va regarder après tout ça. Voilà. Je vais commencer en 0 parce que... Bon, je vais discuter à part de... Voilà. En 0, il est en B. Ici, il fait un alterné. Il fait un alterné, j'aurais pas pensé à ça, c'est pas grave. Je vais attendre qu'il revienne en B. Il fait un alterné aller-retour. C'est pas... Bon, je peux changer, ça, c'est dans les propriétés. Il fait un alterné, c'est pas grave. Il va arriver en B. Bon, B, qu'est-ce qu'il fait? B, voilà, le S est en B. Voilà, S démarre en B, il tend vers plus l'infini. Voilà, là, il est parallèle. Maintenant, il provient de moins l'infini. Il va au symétrique de B. Et puis, il repart vers moins l'infini. Et puis, bon, il est parallèle, et puis de nouveau, il revient de plus l'infini pour aller en B. Ouais. Oui, c'est quasiment ça. C'est quasiment ça. Bon, ça, il le fait à l'envers. Hein, de 300. Il le fait de 0 à 360, mais là, il le refait de 360 à 0. Donc, il fait tout le contraire, le mouvement contraire. Voilà, donc là, vous voyez, de B, il part en plus l'infini. Là, en 90, il est en parallèle. Là, il revient de moins l'infini en symétrique de B. Du symétrique de B, il repart en moins l'infini, là où il était revenu. Voilà, puis il est parallèle, et puis il revient de plus l'infini. Il retourne en B. Et si on fait le mouvement contraire, c'est la même chose. Hein. Regardez, si le mouvement contraire est le même, hein, quand vous regardez bien, regardez, je pars de B. B, il va en plus l'infini. Puis il est parallèle, puis il vient de moins l'infini, il va au symétrique de B. Ensuite, il retourne en moins l'infini, là il est parallèle, là il provient de plus l'infini. Il provient de plus l'infini. Là il retourne en plus l'infini. Regardez, c'est comme si on était au premier cadran, il retourne en plus l'infini, puis il provient de moins l'infini. Voilà, donc il va au symétrique de B, il retourne en moins l'infini. Bien sûr, là il est parallèle, et là de nouveau il revient en B. Donc c'est vraiment une symétrie. Hein. Le mouvement, les symétriques, que vous l'étudiez, je veux dire, de B vers 360 ou de 360 vers de 0 à 360 ou de 360 à 0, le mouvement du S, il est le même. Hein. Il est le même. Regardez, là il va plus l'infini, comme si on était au premier cadran. Au premier cadran, il faisait la même chose. Puis quand on arrivait au deuxième cadran, ben, il semblait provenir de moins l'infini. Voilà, pour arriver en B, puis repartir. Et bien ici, c'est la même chose. Quand on fait de 360 à 180, il fait la même chose que si on allait de 0 à 180. Il fait les mêmes moves. Le S parcourt les mêmes choses. Les mêmes choses. Les mêmes voilà, trajectoires. Voilà, je vous remercie.